Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario Dumont. Alors, arrestation de l'étudiant palestinien Mahmoud Khalil par l'immigration aux États-Unis, ça fait jaser. Ça fait jaser pour de bonnes raisons parce que là, l'administration Trump est en train de se mettre en porte-à-faux avec le discours qu'il a porté à sa victoire électorale en novembre dernier. Alors, c'est un étudiant qui a fait sa maîtrise à Columbia, qui, on le sait, est une des universités où ça a le plus brassé le printemps dernier avec des manifestations nombreuses, occupation aussi du campus par certains palestiniens, pro-palestiniens, contre donc ce qui était montré du doigt comme étant les exactions d'Israël à Gaza. Il est donc détenteur d'une carte verte. Il n'est absolument pas illégalement sur le territoire américain. Je crois aussi, mais sous réserve, qu'il est marié à une Américaine. Pour autant, n'est pas citoyen américain. A été arrêté par les autorités de l'immigration au New Jersey, expulsé du New Jersey et enfermé en Louisiane, donc très loin de son avocat, de ceux qui pourraient le représenter. À ce jour, en date de maintenant, en fait, il n'avait pas pu avoir ses avocats de contact avec lui. Et officiellement, ce qu'on dit, c'est qu'il a une parole défectueuse. Il a distribué des dépliants, des pamphlets même pro-palestiniens, peut-être même pro-Hamas. Or, le cas de Khalil est moins intéressant que le principe qu'il incarne. Je ne veux même pas rentrer dans les détails. C'est qu'aux États-Unis, le premier amendement permet beaucoup de choses. La liberté d'expression est un des creusets fondamentaux de ce qui fait le pacte américain. Tu peux nier le génocide, tu peux le faire en criant dans un haut-parleur à Times Square, tu ne seras jamais arrêté pour parole fautive. Alors, il y a certains qui s'indignent de ça, mais c'est ce qui a fait l'Amérique, c'est ce qui en fait, je pense, aussi toute la puissance, parce qu'on peut comparer, par exemple, en termes d'antisémitisme, et c'est évidemment en creux ce qu'on reproche à Khalil, qui serait à porter une parole antisémite. Si tu compares l'Europe, ou des règles beaucoup plus fermes sur les enjeux d'antisémitisme, et les États-Unis, où toutes les paroles sont à peu près tolérées, je dis bien à peu près, parce qu'il y a des exceptions, l'incitation à la violence en est une. En Europe, tu peux pas dire qu'il y a moins d'incidents antisémites qu'il y en a aux États-Unis. S'il y a quelque chose, la parole bridée européenne engendre, puis je dis européen, je pense aux Anglais et aux Français très particulièrement, parce qu'il y a des lois qui encadrent même le discours sur la Shoah. Il est illégal d'être négationniste sur la question de la Shoah, donc de l'extermination des Juifs en Allemagne et ailleurs en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, d'avoir rendu illégal ce discours ne fait pas qu'il y ait plus d'antisémitisme, peut-être qu'on pourrait même dire bien au contraire. Mais là, on est dans un cas de figure où pendant la campagne, depuis des mois, les républicains, le mouvement MAGA, Trump et M. Vance, qui est venu faire sur la question de la liberté d'expression, et à juste titre, je le pense, la leçon aux Européens, qui ont beaucoup plus encadré sur les réseaux sociaux ce qui peut être dit, pas dit, et on se demande toujours qui est l'ultime juge de tout ça. Donc, ceux-là qui ont fait de la liberté d'expression le drapeau avec lequel ils se présentaient devant les électeurs sont en train de faire la démonstration que c'est à géométrie variable, que des fois où c'est pas nécessairement aussi vrai qu'on le pensait. Je rappelle que Tim Walz, qui était le colistier pendant la campagne pour le Parti démocrate, donc aux côtés de Kamala Harris, avait été ramené à l'ordre justement parce qu'on lui avait dit et rappelé que le discours haineux, aussi fâcheux soit-il, parce qu'on n'aime pas ça, personne n'aime ça, est couvert par le premier amendement. On ne peut pas faire taire quelqu'un parce qu'il y a un discours haineux aux États-Unis. Vance, dans le débat des vice-présidents, si ma mémoire est bonne encore une fois, avait mis le doigt là-dessus et ça enflammait positivement les appuis de M. Trump. Or, aujourd'hui, puis j'ajoute pour l'anecdote que celle qui est aujourd'hui la grande patronne du renseignement, Tulsi Gabbard, avait été mise sur une liste spéciale qu'on appelle le Quiet Sky. Donc, ses déplacements, quand elle voyageait à l'étranger, étaient toujours surveillés. Elle était questionnée à répétition quand elle rentrait au pays. Il y a même des Air Marshals qui, apparemment, l'auraient suivie, seraient montés avec elle à bord d'avion parce que sa parole, quand elle était citoyenne privée, c'était sa prétention à elle, quand elle animait un podcast, sa parole était
inquiétante, je mets des guillemets, ce qui fait qu'on lui a un peu serré les ouïes et fait en sorte que ses déplacements ne soient pas facilités. Pour tout ça a alimenté la campagne et le dépit profond de ceux qui voulaient voter pour M. Trump. Et là, aujourd'hui, tu as quelqu'un qui est arrêté, qui pour l'instant n'a commis aucun acte illégal. Sinon, c'est ce que la porte-parole de la Maison-Blanche, la jeune et dynamique porte-parole de la Maison-Blanche a dit hier, avoir distribué des pamphlets, des dépliants qui étaient peut-être antisémites, étaient pro-Hamas, qui est vrai, une organisation terroriste pour le département d'État, mais pour autant, de prendre fait et cause pour le Hamas est couvert par le premier amendement. On peut ne pas aimer ça, mais c'est couvert. Et je reviens à ce qui est fondamental, c'est pas l'anecdote du personnage, c'est le principe sur lequel il se fait élire en disant « il faut qu'on soit, nous, le dernier bastion où on va se battre pour la liberté d'expression ». Et là, il semble y avoir un peu de mou. Et je termine, peut-être qu'il ressemble à une tirade, mais ça me semble un principe important. En 1977, l'American Civil Liberty Union, on rappelle souvent cette affaire, mais s'est battu bec et ongle avec son avocat principal juif pour qu'un groupe de manifestants pro-nazis, disons-le, ait le droit de traverser une petite ville de l'Illinois, Skokie, où quelques dizaines de milliers de rescapés des camps de la mort vivaient au nom du droit sacré à la liberté d'expression. C'était une provocation, c'était odieux, mais l'American Civil Liberty Union s'est battu pour que ça se fasse, que ça soit autorisé, parce que c'est un principe fondateur du pacte qui lie les Américains les uns aux autres. Et là, aujourd'hui, donc, celui qui se vantait d'être pour la liberté d'expression, apparemment a des autorités d'immigration, on verra comment ça se développe, qui ont une approche tout à fait différente. Reste un peu dans le même sujet. Est-ce que Trump est en train de reculer sur son projet d'expulser les Palestiniens de Gaza pour en faire une destination touristique de rêve? Alors, il y a peut-être un lien. Je trouvais ça drôle parce que hier, il y a un journaliste qui, à la Maison-Blanche, je pense, dans un point de presse avec le premier ministre irlandais, si sur la question des Palestiniens à Gaza, il avait changé d'opinion, puis il demande, mais pourquoi tu me poses la question? De quel média es-tu? Avant de le montrer du doigt. Parce qu'il a effectivement reconnu que peut-être que ça ne serait pas exactement ça qui allait se passer. Or, il l'a dit dans une entrevue à Fox il y a 2 semaines et demie, sans s'arrêter pour remarquer qu'il y avait quelque chose d'odieux à poser la question. Il a reconnu qu'il serait difficile de convaincre les Jordaniens ou les Égyptiens d'accueillir les Palestiniens, puisque c'était au départ son plan. Donc, une indignation à géométrie variable, selon que ce soit un journaliste de la Fox ou de Voice of America, dans le cas qui nous intéresse, qui pose la question. Mais ce qui est surtout clair, c'est que pour l'instant, cette idée de faire un Gaza Beach, l'administration semble y avoir renoncé. C'est peut-être pas la pire des idées que de renoncer à ça, compte tenu de ce que ça signifiait de déplacement de population. Mais généralement, on dit que la première règle d'un politicien fort ou qui veut démontrer une image de force, c'est de jamais reculer. Et donc, d'avancer prudemment pour ne... L'idée de reculer en politique là, est coûteuse. Là, puis parce que c'est aussi que si tu recules sur une chose, c'est un peu ce qu'il a fait avec les tarifs quand il a cédé pour l'automobile. Là, son téléphone s'est mis à sonner, de l'aéronautique, tous les autres secteurs, l'agriculture, pour dire hey, tu viens de donner une exemption là, pour l'automobile. Puis le lendemain, il est obligé de céder sur l'ensemble. Mais on a l'impression quand même que M. Trump, qui veut projeter une image de force, recule sur beaucoup de choses, non? Bien, la première fois qu'on a eu ces discussions sur les menaces, je me rappelle d'avoir parlé de la capacité à rester crédible. C'est là qu'on est. Si tu émousses ton muscle, ta capacité de faire peur en ayant à répétition des menaces qui ne sont pas exécutées, tu joues un peu avec ta crédibilité, ton capital politique. L'idée qu'un politique, une fois de temps en temps, parce que j'aime aussi ça, puisse dire « je me suis trompé, je recule », c'est au contraire une force incroyable. Si tu es capable de regarder les gens dans le blanc des yeux et dire OK, on s'est peut-être trompé, on recule. Tu dis, moi, je pense que c'est une proposition de force. Mais tu peux pas le faire 22 fois. C'est ça. Tu peux pas le faire dans la même journée 14 fois et jouer au yo-yo. C'est très, très, très différent. Moi, j'applaudis, pas Trump dans le cas qui nous intéresse, mais n'importe quel politique qui est assez fort. Aussi, vaut mieux changer d'idée que de faire une bêtise par entêtement. Là. J'en suis... surtout si on est capable de l'expliquer. Le problème, c'est quand tu dis,
peut-être que tu as promis ça sans savoir ce que tu promettais aussi. Hey, sur la question de Gaza, c'est évidemment très ambitieux comme idée, ambitieux au sens pas réalisable, à moins que toi, participes à délocaliser de force. Et là, franchement, on est dans quelque chose de très inquiétant. Stéphane, cette région russe là, autour de Koursk, où les Ukrainiens étaient rentrés, avaient pénétré et pris du territoire russe. En fait, c'était la grande victoire des Ukrainiens dans la dernière année. Mais là, Poutine était à Koursk au cours des dernières heures. Est-ce qu'on comprend que les Russes ont repris ou sont sur le point de reprendre complètement ce territoire-là? Beaucoup de choses et je ferai rapidement. D'abord, ce ne sera plus une monnaie d'échange, ce territoire conquis par les Ukrainiens, parce qu'il en reste comme peau de chagrin, pas grand-chose. C'est une manœuvre d'encerclement des troupes ukrainiennes qui a été amorcée il y a quelques semaines. Alors, est-ce que c'était une grande victoire ukrainienne? Je peux pas le dire parce que ce qu'on a vu, c'est que les Russes ont permis aux Ukrainiens qui ont envoyé des forces vives, de très bons soldats, les ont laissés entrer et ont continué leurs opérations ailleurs, sachant qu'il y avait une partie des forces ukrainiennes donc qui étaient détournées pour aller justement conquérir cet espace. Au départ, il y avait une centrale nucléaire qui les intéressait peut-être en territoire russe, ça n'a jamais rendu là. Et là, c'est à terme, on verra comment ça se termine, des prisonniers qui vont être faits, que M. Poutine traite de terroristes. C'est une nuance, parce que s'il y a des négociations sur des échanges de prisonniers, est-ce que ce sont des prisonniers ou des terroristes? Donc déjà, il est en train de créer, lui, sa propre logique. Mais à la question que tu poses, dans les faits, il ne restera pas grand-chose. Une des dernières villes qui était sous contrôle ukrainien est tombée à nouveau chez les Russes dans les heures, sinon les minutes qui viennent de se passer. J'ai vu une nouvelle passer rapidement. Et ça dit donc que M. Poutine répond par tout ça aussi, à ceux qui attendent ce qu'il va dire sur le cessez-le-feu. Hier, dans le silence, il s'est présenté pour la première fois en treillis avec son uniforme militaire, aux côtés de ses généraux, à Koursk, pour expliquer que les opérations se déroulaient bien. C'est clair qu'il voulait gagner tout le temps qu'il fallait pour récupérer avant de s'asseoir à une table de négociation. Ça semble être à peu près fait, mais ça dit aussi quelque chose du ton du président Poutine. Je ne sais pas si on doit dire qu'il est belliqueux, mais il dit « Moi, je ne me laisserai pas intimider ». Et c'est clair que, je rappelle, comme à chaque fois qu'on se parle de ces choses-là, qu'il y a à droite de M. Poutine, en Russie, des politiciens qui voudraient qu'il en fasse davantage. Donc, lui doit faire très attention quand il se déplace. Et une opinion publique, parce qu'on pense que ça n'existe pas en Russie, une opinion publique. J'écoutais justement hier des micro-trottoirs, des vox pop faits par une télévision française avec des Russes à Moscou, qui disaient est-ce que c'est le temps d'arrêter de se mettre à négocier? C'est donc dire qu'il y a aussi chez les Russes une volonté d'en découdre. C'est pas que la volonté du président Poutine. Pas oublier ça non plus. Nouvel épisode de Contact, donc, qui est en ligne aujourd'hui avec un homme important du monde des livres. Ben pour moi, un personnage important. Jean Birnbaum, c'est le patron du Monde des livres, qui est un supplément du journal Le Monde, qui parle de livres, bien entendu, qui avait écrit en 2021 un petit livre que je dis doucement subversif, Le courage de la nuance, dans un monde où on a toujours raison à 100% pour une affaire et notre adversaire a 100% tort pour la même affaire. Or, le monde est plus compliqué que ça. Il se décline en variations de gris, 50 variations de gris peut-être pour les amateurs de cinéma. Mais dans ce cas-ci, il est, je pense, utile de le réécouter. Et il a sorti un autre livre sur les enfants qui sont seuls capables de changer le monde. Et il parle en particulier à tous ces jeunes qui se disent avoir un enfant, c'est irresponsable dans le monde d'aujourd'hui. C'est un peu la suite de son précédent livre sur le courage de la nuance. On écoute un extrait. Le raisonnement pour la première fois, c'est de dire non, cette fois-ci, il ne faut pas protéger les enfants de la violence du monde, il faut protéger le monde de la violence des enfants. Ça, c'est totalement nouveau. Jamais dans l'histoire de l'humanité, c'est même une rupture dans l'histoire des gauches et du progressisme. Ils voulaient créer une société meilleure pour les enfants. Là, vous avez pour la première fois une génération qui, avec l'argument écologique ou d'autres arguments, etc., vont vous dire non, en fait, là, ce sont les enfants qui rendent le monde laid. Parce que les enfants viennent saccager le monde, il faut arrêter. Or, en fait, là, pour le coup, je pense qu'il y a quelque chose de complètement... débile. Oui, ou incroyablement... quelle arrogance ça peut être. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit ça oublie qu'il a été lui-même un bébé, enfanté, qu'il ne s'est pas donné à lui-même la vie. Il y a une espèce de fantasme d'auto-engendrement dans ce discours-là. Qu'est-ce que veut dire un monde sans enfants? C'est un monde mort. Ouais, très intéressant, là. Ça me plaît beaucoup.
pour nourrir des discussions riches autour de la table familiale. Sincèrement, je vous dis, allez écouter. Je ne fais pas ça souvent, c'est un pitch, mais j'y crois fondamentalement. Il va nourrir la conversation, mon ami Jean Birnbaum. Merci Stéphane. Au revoir.